Moi, j'ai très vite été déprogrammé des réunions au ministère de la Santé. J'ai eu le droit d'y aller 3-4 fois. Bonjour à tous, on va parler du Covid-19. Il y a 5 ans, le monde basculait dans l'inconnu et en France, particulièrement entre hésitation, scandale présumé, mesures drastiques, le Covid-19 n'a pas été une affaire simple. Cela aura marqué les esprits et cela reste gravé dans les mémoires. On va en parler avec deux figures de l'opposition qui ont marqué aussi cette période. Florian Philippot, qui a fondé les Patriotes, mais qui est une figure qui s'est révélée au cours du Covid-19, au cours de cette crise. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Et Maître Fabrice Divisio, figure aussi qui s'est révélé à ce moment-là, au moment du Covid-19. Donc je le disais, bonjour Maître. Bonjour. Figure contestataire. Alors peut-être peut-on rappeler simplement une chronologie pour que ce soit bien clair dans les esprits des gens. En janvier, le foyer se manifeste en Chine, du moins c'est là que les choses démarrent. On est en janvier 2020, premier cas en Chine, premières alertes en France. Février, c'est un foyer dans l'Oise. Hésitation sur les masques, inutile selon Agnès Buzyn, les autorités de l'époque. Et puis en mars, on assiste à plusieurs choses. L'explosion des cas, la fermeture des écoles le 12 mars, le discours d'Emmanuel Macron le 16 mars. À cette époque-là, d'ailleurs, Florian Philippot, vous demandez vous-même, si je me souviens bien, vous dénoncez une sorte de coronafolie dès le départ, mais en mars 2020, vous réclamiez des masques pour tous. Ce n'est pas un petit peu paradoxal ? Non, parce qu'en mars 2020, il n'y avait même pas de masque pour les soignants. Si vous voulez, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de combinaison pour les soignants qui étaient quand même dans les hôpitaux, y compris ceux qui étaient dans les blocs chirurgicaux. Donc on a découvert l'état de paupérisation d'ailleurs de notre hôpital et de notre pays. Et donc ça paraissait quand même choquant. Et puis j'étais pas, j'avoue, je suis pas un devin, donc j'avais pas eu la prescience d'imaginer qu'ils allaient quelques semaines plus tard nous imposer le masque pour être tout seul sur une plage ou dans une forêt, si vous voulez. Donc, moi, je pensais qu'ils allaient être raisonnables. Et donc, au départ, et puis, si vous voulez, au départ, souvenez-vous, toutes ces vidéos qui circulaient à la télévision, sur les réseaux, on voyait des Chinois qui tombaient dans la rue. Alors, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce qui va nous tomber dessus ? On parlait de 4% de mortalité, ce qui est gigantesque, une personne sur 25 qui mourrait. Et donc, ne sachant pas très bien ce que c'est, moi, j'ai été invité comme président de parti à l'époque aux réunions du ministère de la Santé. Ils étaient très alarmistes. Bon, février-mars, on se dit, on va prendre des précautions, ça va durer 3 semaines, ça va être un peu dur, mais ensuite on va être tranquille. Et puis très vite, je crois que j'ai eu le raisonnement qu'ont eu beaucoup de Français en fait. Très vite, je me suis rendu compte que non, ça ne durait pas 3 semaines, on était plutôt parti pour 3 ans, et qu'en plus, ils allaient dans des trucs de plus en plus délirants. Mais ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille très très vite, vers fin mars par là, c'est quand j'ai perçu qu'ils avaient un problème avec les traitements. J'ai le sort qu'ils ont fait au professeur Raoult, aux médecins qui voulaient absolument prendre en charge leurs malades, je me suis dit, il y a quand même un truc qui cloche. On est face à une maladie et on refuse de laisser leur chance à ceux qui essaient de traiter et de soigner. Ça m'a quand même mis la puce à l'oreille très très vite. Et vous, Maître Divisio, en mars 2020, vous avez défendu les médecins réclamant des masques FFP2 à l'État. Oui, j'assume complètement, oui, effectivement. C'est-à-dire que il apparaît complètement, si vous voulez, il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. On a tout le monde qui s'excite là. On fait conférence sur conférence. On a Jérôme Salomon qui déjà, à l'époque, vient tous les soirs, nous explique qu'on va tous mourir. Et on envoie des gens au front. Moi, j'ai l'expérience d'H1N1, en guerre, on le saura plus tard. Mais on envoie des gens et on sait qu'effectivement, ces gens n'ont pas de FFP2. On ne vous dit pas que c'est inutile. On vous dit qu'on n'en a pas. C'est pas mon problème qu'on n'en ait pas. Moi, je suis avocat de soignant. Il apparaît complètement naturel qu'en appliquant sainement le principe de précaution, eh bien, on demande à ce qu'il soit protégé, et protégé par l'État. Fin de l'histoire, j'ai envie de dire quelque part. Fin de l'histoire. Et tout anachronisme en la matière, c'est juste de la mauvaise foi. Finalement, ce qu'on nous reproche, c'est d'avoir cru dans le gouvernement. Ok, si c'est ça, j'accepte le reproche. J'accepte qu'on me fasse le reproche d'avoir cru dans l'alarmisme du gouvernement. Soyez sûr, on ne m'y reprendra pas. Donc ça veut dire que sur les premiers mois, vous êtes aligné sur une position qui est celle des autorités qui entendent protéger la population, même si elle n'est pas Première semaine, pas premier mois. Janvier, février, mars. Ça fait mais janvier, février, il ne se passait rien. En France, il n'y avait pas de mesures prises. Donc c'est le mois de mars qui a été clé, pivot. Les premières mesures sont prises en mars.
Et encore une fois, on nous dit, voilà, il y a un confinement pour 3 semaines, il y a des besoins de masques pour les soignants, etc. Puisque à l'époque, on ne voulait pas les mettre en population générale. Hein. Même Véran expliquait que ce n'était pas recommandé en population générale. Et voilà, vous devrez faire un effort. Bon, mais on nous dit c'est pour 3 semaines, c'est un truc qu'on ne connaît pas, extrêmement inquiétant, extrêmement mortel. Bon, il n'y a pas de raison, si vous voulez, qu'on soit dans quelque chose qui... on n'a pas tout de suite, vous voyez, ce qui prouve qu'on n'est pas des vrais complotistes, parce qu'on n'a pas un réflexe immédiat de se dire qu'on nous veut du mal. On l'aurait peut-être maintenant, hein, vous me direz. Je pense que maintenant, on a été vaccinés, entre guillemets. Hein. Maintenant, on a mûri, si vous voulez. Mais n'empêche que, voilà, autant nous n'étions déjà pas naïfs, je crois, à l'époque, mais on pouvait quand même aussi raisonnablement s'étonner que nos soignants n'aient pas accès à des masques. Parce que le masque en soi, c'est pas un objet qu'il faut diaboliser en soi. Moi, j'ai pas envie qu'on m'impose un masque dans la rue, ni même dans un magasin, etc., qui ne sert à rien. Par contre, je trouve très choquant que des médecins qui en auraient besoin, y compris des vrais qui protègent, dans leur activité professionnelle par rapport à des risques qui sont identifiés, je trouve choquant que eux n'aient pas accès à cet outil qui est un outil professionnel. Vous voyez, donc on en était là à l'époque. Après, nous, on s'est réveillés tôt. Certains se réveillent maintenant. Je préfère qu'on se réveille en avril 2020 que en... Et d'autres ne sont pas encore réveillés. Et d'autres, j'étais charitable, je voulais pas le dire, mais il y a encore pas mal de gens, et ce qui est encore plus grave, des responsables politiques qui refusent de se réveiller, alors soit parce qu'ils n'ont rien compris, bon ça on peut rien faire pour eux, soit par intérêt, qui aujourd'hui veulent surtout pas se réveiller parce que ça mettrait en cause leur propre responsabilité. Est-ce que vous avez daté le moment de votre virage ? En avril, je sais pas, fin mars, début avril, pendant le confinement. Ça coïncide pour vous, maître ? Ça coïncide, oui, globalement, oui. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, si vous voulez, c'est qu'on sort du confinement. Alors déjà, moi, j'ai commencé à m'interroger sur le confinement à la fin du confinement. C'est-à-dire que je ne comprenais pas comment étaient prises ces décisions de prolongation du confinement, premièrement. Deuxièmement, moi, ce que je constatais, c'est qu'on n'avait pas d'option claire, là. Que d'un côté, on nous demandait de fabriquer des masques, que de l'autre, effectivement, les soignants en manquaient, qu'en troisième lieu, on sortait du confinement, on nous disait que pour sortir du confinement, il fallait des masques, mais finalement, en même temps, on n'en avait pas, mais on déconfinait quand même. Il y avait quand même une espèce d'impression là, de flou artistique parfait. Et si vous voulez, il y a un élément tout à fait tangible que disait Florian Philippot, je le reprends. On nous a diabolisés pendant toute une période, mais il faut arrêter 2 minutes. Nous, au contraire, finalement, aujourd'hui, si ça arrivait, on serait beaucoup plus méfiants pour le coup. Mais si on nous reproche une forme de naïveté, je l'accepte volontiers. Mais c'est le drame, j'ai envie de dire. Nous touchons au cœur du problème. C'est qu'on a fait confiance au gouvernement, dont on s'est aperçu ensuite qu'on a eu tort de lui faire confiance, qu'il ne savait pas du tout ce qu'il faisait. Et tant et si bien que pour le confinement, moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai commencé à regarder un peu les données sur la matière. Vous ne trouvez aucune recommandation d'aucune époque qui vous donne le confinement comme mesure. Et on a donc, quand j'ai commencé à interroger, je me souviendrai toujours de cet échange de mails que j'ai encore avec la DGS, qui en gros, à mots couverts, moi je suis en contact régulier avec la DGS pour le coup par mon activité, et qui me... Direction générale de la santé. Qui me dit, on a fait comme la Chine. Et c'est là où moi ça bascule. Mais attendez, donc tout ça n'est pas pris sur des fondements objectifs, mais on imite une dictature. On est en train de m'expliquer là que vous imitez une dictature. Et vous faites quoi, là ? Et c'est là où moi j'ai compris qu'il y avait un truc qui basculait, il y a un truc qui ne va pas. Donc la chose la plus scandaleuse, confinement du 11 mars, 17 mars au 11 mai précisément, ça veut dire que les restrictions de déplacement, les attestations, c'est ça que vous avez estimé être une guerre. Oui, je vous cite, Maître Division, vous avez appelé à la résistance et comparé le confinement à une guerre contre les Français. C'est vrai. Ce n'est pas un peu fort quand même, non ? On est en guerre. Enfin, c'est pas moi qui dis qu'on est en guerre. La guerre, c'était contre le virus. Non, mais attendez. C'est contre le virus. C'était censé être contre le virus, mais pour le coup, ça s'est transformé très vite en guerre contre les Français. Hein. Ils ont tout de suite, si vous voulez, d'abord il y a eu 3 confinements, il ne faut pas oublier. Il y en a eu un en novembre, puis encore un. Alors le dernier était un confinement dehors, on n'a jamais bien compris, mais on n'a plus le droit de rentrer chez nous, c'était ça. Non, ça c'est le pass JO. Ça c'était le pass JO, pardon. Donc là on parle du premier confinement. Oui, il y en a eu ensuite des suivants. Et la réalité, c'est qu'ils ont pris goût très vite à cette politique de contrôle social. Parce que. Qu'est-ce que vous pouvez le dire ça ? Eux, c'est-à-dire par leurs décisions. On a vu très vite que, effectivement, ils étaient sortis de tout cadre scientifique, puisqu'on commençait à leur montrer. Moi, je me souviens que très vite dans les réunions avec Véran, qui était ministre de la Santé,
je prenais la parole et je disais, vous avez commencé à envoyer une mission en Suède pour voir ce qui se passe, parce qu'en Suède, ils ne font pas le confinement, ils ne font pas tout ça, puis les passes, parce qu'ensuite le pass est arrivé, et ça fonctionne bien, et les courbes sont en train de s'inverser, et leur mortalité est en train de passer sous la nôtre, sans les dégâts à côté psychologiques, économiques, etc. Non, il fallait surtout pas. Donc, on voyait bien qu'on était... On vous disait non dans les réunions? Ah oui. Bah, je me souviens très bien, Véran qui me sort, c'est faux, la Suède a le taux de mortalité le plus élevé du monde. Oui. Alors je lui dis, j'avais les chiffres donnés par Le Monde, le journal Le Monde, qui n'est pas Patriot Magazine, hein, qui étaient les chiffres tous les jours qui étaient actualisés. Alors je lui dis non, la Suède n'a pas du tout la mortalité la plus élevée du monde. Il dit non, pardon, d'Europe. Et puis il y avait Castex à côté qui faisait oui comme ça de la tête. Alors je dis même pas. Je dis on est en train de passer devant, l'Italie aussi, l'Espagne aussi, la Belgique aussi. La Belgique étant le pire, je crois. Donc, mais il savait pas. Je sais pas s'il savait pas. Enfin, c'était n'importe quoi. Et s'il savait, à la limite, c'était encore pire. La réalité, c'est que très vite, ils ont imposé des mesures qui étaient des mesures de contrôle social. Puisque vous aviez non seulement les confinements, les auto-attestations à signer pour sortir de chez soi, puis les masques obligatoires, les couvre-feux. À un moment très compliqué, on avait le droit d'être à une terrasse, mais il fallait être debout et pas assis, ou il fallait commander un truc à manger, sinon on ne pouvait pas prendre juste un verre. Moi, j'ai eu toute cette période-là, les gens ne se souviennent plus. On avait des couvre-feux à 21h, puis 20h, puis 18h, puis c'est revenu à 19h. Enfin, on a tout essayé. Tout était délirant. Fermer les stands de chaussettes des hypermarchés, mais pas le stand à côté des outils ménagers. Enfin, bon, tout ça n'avait aucun sens, si ce n'est que quand ça n'a plus de sens et que les gens ne comprennent plus rien, le réflexe le plus simple, c'est pas de rentrer en rébellion. Parce que c'est coûteux en termes d'énergie, en termes de... Non, le réflexe le plus simple, c'est d'obéir. Et vous inquiétez pas, ils le savent. Et c'est ce qu'on a vu chez quand même 2/3 des Français dans les premiers sondages. Il y avait 1/3 des Français qui étaient comme nous en rébellion face à ces mesures-là. Il y avait les 2/3 qui suivaient au départ. Ça a bougé ensuite, Dieu merci, mais enfin au départ c'était 2/3, 1/3. Hein. Donc on n'était pas dans un combat très populaire, hein. Faut quand même le rappeler. Moi, ceux qui me disent ils ont fait leur beurre sur cette crise, on s'est fait insulter dans tous les médias, décommandé de médias. Moi, il y a des chaînes de télé, depuis ce temps-là, je ne peux plus y aller, et je sais très bien que c'est ça. Et ça n'a pas bougé, et ça n'a pas vocation à bouger, si j'ai bien compris. Et puis, on se faisait... dans les premières manifs, nous, en plus dans Paris, qui est quand même le lieu le plus politiquement correct du pays, le plus macroniste, on avait des gens qui nous insultaient. Donc, si vous voulez dire qu'on a... Qu'est-ce que vous leur disiez, Florian Philippot? On essaie d'abord de les convaincre. Puis si on voit qu'il n'y a rien à faire, qu'ils ne sont pas de bonne foi, on ne va pas insister. Mais vous-même, vous avez tweeté sur le chaos en Italie. Vous avez dit qu'il y avait un chaos en Italie. Donc, c'est bizarre de manifester en France et de reconnaître qu'en Italie, ça ne va pas. Quel chaos en Italie? Je ne me souviens pas de mes tweets oui, sur l'Italie, mais... Oui, vous avez parlé en Italie. Parce que j'ai manifesté. Vous étiez là aussi en Italie avec... Mais c'est-à-dire, est-ce qu'il y a pas, quand il n'y a pas d'alternative, quand on ne propose pas d'alternative... Ah si, on proposait des alternatives. Qu'est-ce que vous proposiez pour que on a fait que ça, proposer des choses. Alors moi, d'abord, je disais, il fallait une rupture immédiate avec toutes ces mesures-là. J'avais un slogan à l'époque, c'était tout rouvrir tout de suite, parce que sinon, on n'en sortait pas. Et ensuite, il fallait évidemment travailler sur le traitement, il fallait travailler sur remettre le médecin dans la boucle parce qu'il était complètement mis de côté. C'était la fameuse rhétorique à l'époque, vous prenez un Doliprane et si ça va mal, vous appelez le 15, vous appelez le SAMU, et il fallait redonner des moyens, mais ça c'était d'avant et ça date encore maintenant puisque rien n'est arrangé. Il faut redonner des moyens à l'hôpital public, arrêter de fermer des lits, arrêter de maltraiter, de mal payer les soignants. C'est toute une politique de santé publique. Et puis faire les choses en considérant les Français comme des adultes citoyens, pas dans un conseil de défense sanitaire sous secret défense où on va faire les choses entre nous pour ensuite les imposer aux gens comme si c'était pas des citoyens. Donc si vous voulez, c'est aussi une démarche démocratique qu'on demandait, donc de transparence et d'implication des gens. Voilà, donc c'est tout ça la politique alternative, et il y a plein de pays qui l'ont menée. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils en sont très heureux parce qu'ils ont eu moins de morts. Et ils n'ont pas une dette qui s'est aggravée parce que nous, le Covid, c'est 400 milliards en plus. Hein. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a refusé, on a pris comme exemple, à chaque fois, c'était toujours le même phénomène. On nous disait, mais regardez, tout le monde fait comme ça. Ce qui n'est pas vrai. Non. Et le problème, c'est que c'est un narratif qu'on a servi à la population, qui forcément, Florian Philippot l'a dit, était un peu sous le choc, obéissait, et tous ceux qui essayaient de réfléchir et qui proposaient en disant, attendez, non, c'est pas vrai. Moi, je me souviens d'avoir dit, attendez, excusez-moi, mais je regardais la Floride, la Californie. La Floride n'a rien fait. La Californie a fait tout ce que vous faites là, et les courbes sont les mêmes. Prenez le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, c'est les mêmes. Vous m'expliquez, la Jordanie, Israël, vous prenez, comprends pas.
On dit non, complotiste, il y a une décrédibilisation tout de suite, en fait, du discours. Donc, alors... À quoi attribuez-vous cette raideur d'esprit, cette incommunicabilité de dire attends, tout ça, moi, ça ne passe pas, c'est pas possible. Je vais vous le dire, moi, il y a deux choses. Il y a une incompétence crasse. Je pense qu'il faut prendre la mesure de l'incompétence des gens qui nous gouvernent. C'est-à-dire que nous avons un gouvernement. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles tout ça a été classifié en secret défense. C'est pas la seule, mais c'en est une. C'est qu'en fait, on n'avait aucune envie de voir à quel point ils étaient incompétents. Vous n'avez qu'à voir, les atermoiements sur le masque, un jour oui, un jour non. Je vous rappelle quand même une anecdote qui vaut son pesant de cacahuètes. Raoult. On parle de Raoult et de la chloroquine. Laissons cela. Raoult et l'Optiflow, donc l'oxygène à haut débit. Raoult dit il faut de l'Optiflow pour soigner les malades. Vous avez quand même le ministre de la Santé qui est capable de venir publiquement discréditer Raoult, avec les Jérôme Marty, avec tout ce que vous voulez, qui le discréditer. Bon, il va s'avérer que Raoult va tenir tête, en première ligne pour le coup, je suis un avocat en première ligne, il va tenir tête, et il va aller voir le directeur de la PHM et dit ou vous les achetez ou c'est moi qui achète sur Alibaba. Donc, et quelques temps plus tard, 4 mois plus tard, vous avez le ministère de la Santé qui, comme si de rien n'était, vous dit que quand même l'oxygène au débit, c'est bien, quoi. C'est-à-dire qu'on a commencé par décrédibiliser tous ceux qui avaient une vision alternative, et ensuite, quand l'avenir a donné raison à ces derniers, subrepticement, on l'a fait. Parce que finalement, le confinement, à la fin, comme le disait Florian Philippot, t'es confiné dehors. Quand t'es confiné dehors, c'est que t'es plus confiné, quoi. Par essence. Donc, ces confinements ne marchent pas. Et aujourd'hui, s'agissant du confinement, c'est le deuxième point. Vous disiez, quelles sont les raisons ? Il y a aussi une volonté de contrôle social. Pas moi qui le dis, CNRS, chercheur au CNRS, qui vous dit c'est une expérience de contrôle social de masse. C'est très clair, c'est pas anodin. Il y a une différence entre le dire et le souhaiter. On peut constater que cela a amené à un contrôle social. Mais est-ce que vous estimez qu'il y a une intention de contrôle social ? Non, mais si vous voulez, le fait est que je ne sais pas s'il y a une intention, mais le problème c'est qu'on s'en est volontiers accommodé de ce truc et qu'on avait les moyens de faire en sorte que ça s'arrête. Pour votre bien. Non, mais tout s'est mis à très gravement dysfonctionner. C'est-à-dire que si vous voulez, notre démocratie dysfonctionnait avant. On va pas faire, il n'y avait pas de monde idyllique avant, attention. Mais ça dysfonctionnait de plus en plus, on le voyait bien. Il y avait déjà un référendum qui avait été annulé. Je vais faire les liens, même si ça vous paraît un peu lointain, je vais faire le lien. Non, allez-y. On avait déjà le référendum qui avait été annulé. On avait déjà, puis ensuite plus de référendum. On avait déjà des campagnes électorales qui dysfonctionnaient, où des candidats étaient invisibilisés, on avait déjà des propagandes médiatiques sur des grands sujets. Donc tout ça, c'était avant le Covid. En fait, le Covid, ensuite, a été une accélération de ce dysfonctionnement. Je prends quand même l'aveu de la directrice de la rédaction de BFM TV, qui a dit, après, à toute fin, je crois qu'elle l'a avoué en 2023, elle a dit nous calquions sur la communication du gouvernement et on n'autorisait pas un discours alternatif. Alors, elle n'est pas porte-parole du ministère de l'Intérieur, elle est à la tête d'une chaîne de télé qui, normalement, a des obligations de pluralisme et de débat démocratique. Donc, tout s'est mis à très gravement dysfonctionner. Et comment croire que c'est juste ensuite une somme d'événements et de coïncidences qui s'additionnent ? Non, il y a un moment, s'ils n'ont pas l'intention au tout départ, ça reste à démontrer, ils la prennent vite, l'intention, parce qu'ils comprennent vite ce qui se passe. Et très rapidement, ils comprennent qu'ils vont pouvoir jouer avec le calendrier électoral. On va pouvoir reporter les élections, on va pouvoir les mettre quand on veut, etc. Ils vont pouvoir, et tenter même, c'est à ce moment-là qu'ils nous ont expliqué que ça serait peut-être pas mal de passer au vote par correspondance, parce que comme ça, on va éviter de se contaminer dans les bureaux de vote. Ah oui, mais bon, ils n'ont pas trouvé de majorité au Parlement, Dieu merci pour le faire, mais ils ont tenté. Mais elles ont été maintenues, les élections. Non, les municipales ont été repoussées. Oui, d'accord, mais enfin, on a quand même voté. Oui, on a fini par. Il n'y a pas grand monde qui a voté, mais on a fini par voter. Il n'y a pas eu de campagne. Et puis, bon, mais c'est municipal, c'est presque anecdotique, mais on aurait pu imaginer. Je pense qu'ils n'ont pas fait tout ce qu'ils voulaient faire. Je vous dis, ils ont voulu faire le vote par correspondance, ils ont voulu faire le vote électronique, ils n'ont pas pu. Je pense que ça les aurait pas dérangé de mettre un pass pour aller voter. Ça a été évoqué à des moments, tout ça. Faut pas oublier tout ça. À un moment, ils se sont dit pourquoi pas mettre un pass pour aller voter, etc. Donc très vite, on est entré dans une politique de contrôle social de plus en plus forte. Où il fallait vraiment être dans les clous de la parole officielle pour avoir le droit même de s'exprimer. C'est à ce moment-là que vous avez tous alors il y a les télés qui vous boycottent, vous censurent, sauf quelques rares émissions plus courageuses que les autres. Ils s'en sont occupés maintenant. Fermeture de C8. Ça a été avoué. Fermeture de C8 est beaucoup liée
Ça a été la avoué période par Covid. Cyril Hanouna, qui l'a avoué quand il a mis en application Alexis Kohler. Il a dit, on nous reproche beaucoup de ce qu'on a fait pendant le Covid. Donc, si vous voulez, tout ça, ça a été payé 2-3 ans plus tard. Mais les réseaux sociaux, tous les scandales qui ont éclaté depuis, à la faveur de l'élection de Trump, quand Zuckerberg avoue, donc à la tête de Facebook, Instagram, Meta, il avoue, oui, effectivement, on a obéi aux agences fédérales américaines, au ministère américain, au FBI, qui nous ont demandé de censurer. On n'aurait pas dû le faire. Donc, si vous voulez, là, c'était pas une politique simplement du réseau social en lui-même. Il y avait une implication de l'État. Et vous avez retrouvé la même chose avec l'Union européenne, avec le gouvernement français. Donc, ils ont voulu contrôler jusqu'à la parole sur les réseaux sociaux. Et on a vu monter la censure. Twitter à l'époque est devenu délirant à ce moment-là. Ça a été libéré par Musk, mais souvenons-nous d'avant Musk, c'était devenu Twitter. On n'osait plus dire dès qu'on mettait un mot de travers, on se faisait bannir, suspendre. C'était affreux ce qui était devenu Twitter. Et c'était depuis le Covid. Donc le Covid a été un moyen pour eux assez formidable pour imposer toute une politique de contrôle social et être un test. Là où on n'en est pas sorti, c'est que moi je reste persuadé que si demain sur un virus, peut-être, il va falloir qu'il apparaisse en tout cas comme vraiment dangereux pour que ça marche. Parce que si c'est juste Covid, ça ne marchera plus, je pense. Si c'est juste un virus respiratoire, style méchante grippe, ça ne marchera plus. Il faudrait vraiment un truc très costaud, mais ça pourrait marcher. Quand vous dites ça ne marche pas. Parce que la peur, ça marche bien. Ou alors une guerre. Complètement autre chose. Une guerre, un crack financier, on peut imaginer plein de choses. Une attaque bioterroriste, un hacking, un piratage mondial, un truc effrayant. Derrière, déploiement d'un État policier, de mesures de contrôle social, et de QR code, de passe, on renommera tout ça, ils l'ont fait pour les JO, passe JO. Ça m'inquiète beaucoup. Ça, parce que là, si vous voulez, ils ont testé et ils sont capables, je crois qu'ils ont analysé comment ça se passait, où étaient les foyers de résistance, où il y avait moins de résistance que prévu, où il y en avait plus que prévu, etc. Et comment casser la résistance ? Comment casser la résistance, comment faire peur, comment entretenir la peur, comment créer des narratifs, comment se créer des porte-paroles, etc. Ils vont corriger ce qui n'a pas marché, même si ce ne sont pas des génies, mais quand même, ils vont quand même regarder et demain, ils sont capables, sur un autre narratif, de remettre en place cette politique de contrôle social. Mais Florian Philippot et Maître Divisio, quand vous dites il, c'est qui ? C'est les gouvernants. Oui, mais les gouvernants, ils changent. Il y a quand même des alternances politiques. Non, mais attendez, vous avez quand même d'autres pays. La France peut s'abriter aussi derrière des politiques. Il y a eu des politiques extrêmement dures dans d'autres pays. Si on prend par exemple le Canada, l'Australie, qui sont des pays dits démocratiques. Alors on peut récuser le caractère démocratique de ces pays, mais la France peut s'abriter derrière d'autres politiques comparables qui ont été menées. Et dans ce cas, vous contestez aussi le bien fondé des politiques comparables qui ont été menées. Je vais regarder la Floride. La Floride aussi une démocratie. Je vais regarder la Suède aussi, c'est une démocratie. Vous voyez bien que, mais ça, si vous voulez, cet argument nous a servi à longueur de temps. Mais tout le monde fait la même chose. Vous voyez bien. On sait tous que tout le monde fait la même chose parce que derrière il y a les mêmes cabinets de conseil, que c'est comme ça. Il y a les mêmes lobbyistes. C'est du lobbying, tout ça. Faut arrêter. En fait, il y a une quinzaine de pays dans le monde qui ont fait la même chose. Au demeurant. Toujours les mêmes. C'est les 15 que vous retrouverez ensuite en Ukraine, que c'est toujours les mêmes, c'est toujours le même groupe. C'est les 15 qui sont à chaque fois dirigés de près ou de loin. On peut les citer, ces 15. Et c'est les 15 anti-Trump hystériques aujourd'hui. Non, mais il n'y a pas de secret, vous retrouverez toujours les mêmes. Et puis vous avez l'Union européenne, il faut être effectivement... C'est les pays de l'Union européenne, sauf quelques-uns à l'intérieur de l'Union européenne qui sont peut-être un peu plus en résistance. Mais globalement, l'Union européenne a imposé quand même un truc délirant. Elle a imposé des négociations de contrats dans les conditions qu'on sait, par SMS. Elle a poussé à ces mesures liberticides. Elle nous a expliqué que c'était très bien. Bon, donc l'Union européenne a joué un rôle absolument délétère dans cette affaire. Et puis ce qu'il faut comprendre aussi, il y a un autre paramètre, c'est que je reviens un instant en arrière sur C8 parce que c'est contemporain pour le coup. Moi, je crois qu'on ne réalise pas combien on a fait payer aux uns et aux autres leur résistance. Mais on le comprend, en fait, parce que au fond. Je reviens un instant sur Florian Philippot et les manifs, pour le coup. Tout le monde dit manifs, ça sert à rien. Moi, ce que j'observe, c'est que la France fait partie des pays qui, certes, ont eu des mesures complètement folles, mais néanmoins, on a failli aller beaucoup plus loin, quand même. Alors, c'est-à-dire vers quoi ? C'est-à-dire, effectivement, notamment vers les passes, par exemple, pour les magasins d'alimentation. En Italie, c'était le cas,
On a eu effectivement des confinements encore plus durs. En Italie, ça a été assez terrible parce que quand vous sortiez, il y a des gens qui ont pris des peines de prison et qui viennent d'être annulées là d'ailleurs. Voilà, on a eu quand même les gendarmes qui débarquaient chez vous. Ils ont eu ça dans certains États en Australie, au Canada. Avec les camps, les fameux camps. Les camps, les trucs chinois délirants. Quand vous arriviez en Chine, vous étiez parqué dans un camp pendant 2 semaines. On a quand même à un moment donné donc, on a eu les manifs d'un côté, la France. Vous savez, en Italie, on nous dit toujours, nous, on n'a pas eu de grande figure de résistance en France. En Italie, on n'a pas eu de grande manif, de grande machin. Donc, on a quand même Florian Philippot qui, d'un côté, alors j'en ai été, mais c'est à son initiative pour le coup, mais qui a quand même mené une fronde ouverte et franche contre le gouvernement. Je continue de poser la question, c'était quoi l'intérêt ? Non, mais il y a un moment donné, il faut rationaliser le truc. C'était quoi l'intérêt ? Mais finalement, il a fait son beurre, il a fait son beurre politique, son buzz politique là-dessus. Il fait son buzz politique sur 10% de la population. Et c'est un calcul politique qui est franchement mauvais pour le coup. De l'autre, moi, j'ai fait mon buzz. C'est pas les emmerdes que j'ai eues avec cette histoire, j'ai fait mon buzz. Il faut bien mesurer à un moment donné que les combats pour la liberté ne sont pas populaires. Ça, c'est fondamental de le dire. Et qu'aujourd'hui, vous voyez bien ce qui se dessine sur les chaînes de télé. Eh ben, on vous explique maintenant que, par exemple, pour le climat, vous ne pouvez plus inviter de dissidents, des climato-sceptiques, comme on les appelle, ou les climato-réalistes. On peut pas. On voit bien qu'il y a une volonté, à un moment donné, d'instaurer quelque chose qui ressemble à un État policier. Rappelez-vous de cet arrêt de 1917, commissaire du gouvernement, rapport public, en France, la liberté est la règle, la police l'exception. C'est plus vrai. Ça a été inversé. La police est la règle, la liberté l'exception. Mais c'est le sens de l'histoire. On n'arrête pas. Vigipirate, les mesures de plus en plus, la vidéosurveillance, les algorithmes numériques, tout ce que vous voulez. On va vers une société de surveillance. Et demain, on commence peu ou prou à vous parler de confinement climatique. Cela annonce le crédit social chinois, Florian Philippot. C'est évident. C'est évident. Je crois que Fabrice a extrêmement raison, notamment sur le climat. Je pense que c'est un des grands narratifs qui va être utilisé. Passe carbone, c'est un truc qui est apparu, qui est là. Il y a déjà la mise en place des ZFE et des DPE. Alors, je rappelle que derrière tout ça, ce sont des textes européens. ZFE et DPE pour la circulation et le logement. Pour que les gens le sachent bien, ce sont des textes européens. Je le dis et le redis, parce qu'il y a plein de partis politiques en France qui luttent contre ça, soi-disant, mais qui ne parlent jamais du fait que c'est juste la transposition de textes européens qui serait bien d'aller à la racine des choses. Mais c'est la même logique. Et en réalité, en France, oui, il y a eu une vraie résistance quand même pendant le Covid, des manifestations qui ont été quand même impressionnantes parce qu'elles ont été attaquées. Sinon, on n'aurait pas été attaqué par le gouvernement, on n'aurait pas été diffamé par des médias. Donc, c'est évident que ça a impressionné. Et puis, au-delà de ça, il y a un facteur humain. Et Fabrice le disait à chaque fois qu'il venait en manif, il disait... moi, je sais qu'il y a des gens qui sont là et qui ont besoin humainement de voir d'autres personnes. Rappelons quand même qu'il y avait des travailleurs suspendus à l'époque qui gagnaient plus rien, qui étaient vraiment littéralement à la rue et qui peut-être ont échappé au pire en trouvant tous les samedis un peu de compagnie humaine, un discours qui les rassurait et des gens qui pensaient à eux, qui les prenaient dans leurs bras et qui se seraient retrouvés sinon bien seuls. Ça aussi, c'est un autre intérêt humain. Et vous voyez, pas politicien, pas électoraliste des manifs. Non, c'est pas électoraliste qu'on a fait parce que vous êtes un peu marqué au fer rouge. Alors peut-être qu'être marqué au fer rouge par le système, c'est une légion d'honneur, vous me direz. Je le prends comme tel. Mais enfin, quand même, ça veut dire que vous mettez une croix sur un certain confort médiatique auquel vous n'avez plus droit. Moi, j'ai très vite été déprogrammé des réunions au ministère de la Santé. J'ai eu le droit d'y aller 3-4 fois. Puis quand ils ont vu que, contrairement à d'autres qui sont des soi-disant oppositions, le RN notamment, qui ouvrait pas sa bouche pendant les réunions, moi, je prenais la parole. Très vite, hop, on a trouvé d'autres critères. Il fallait avoir 5 députés pour avoir le droit. Ils ont changé complètement les critères. Voilà, pour être invité. Donc, si vous voulez, on l'a payé quand même cher. Et en même temps, je crois qu'on n'aurait pas changé on changerait pas d'un iota ce qu'on a fait, parce qu'on en est fiers et que il y avait beaucoup de monde. Maintenant, aujourd'hui, là, en 2025. La question des libertés publiques, elle est devenue centrale dans le débat public. Tout le monde parle de C8, tout le monde parle du DSA pour le règlement de censure des réseaux sociaux, tout à fait. Tout le monde parle des ZFE, des DPE. Tout le monde est en train de voir qu'il y a depuis l'élection de Trump, l'Union européenne est en mode délirant. Ce qui s'est passé en Roumanie, on va chercher un candidat dans la voiture alors qu'il est en train de déposer son dossier de candidature à la présidentielle. Il est à 50% dans les sondages au premier tour. Et on le met en tôle. Et on lui interdit pendant 2 mois de parler dans les médias et sur les réseaux sociaux alors qu'il est candidat. Il y a quand même un souci. Au Parlement français, ça ne bouge pas.
Ça, c'est une différence. Parce qu'autant il y a une résistance en France, c'est vrai qu'on n'a pas vu dans d'autres pays, autant inversement, nous avons un Parlement qui est beaucoup plus faible que dans d'autres pays. La France, le Parlement français, contrairement au Congrès américain, à la Chambre britannique, même au Bundestag allemand ou au Parlement italien, pour prendre que ces exemples-là, ou au Parlement japonais où on voit des choses assez remarquables régulièrement, le Parlement français se caractérise par une nullité. Mais à l'époque, il était totalement caporalisé. Et aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. C'est pas parce que vous avez 150 députés RN et 70 LFI que ça change quoi que ce soit. La Macronie était flamboyante au Parlement, en termes numériques. Oui, jusqu'en 2022. Voilà. Elle était majoritaire absolue, ensuite elle était majoritaire relative et maintenant elle n'est plus grand-chose. Est-ce que vous avez un sentiment que ça change grand-chose ? Est-ce que vous avez vu des commissions d'enquête parlementaire de haut niveau ? Quand le Sénat a fait en juin 2022, il sort un rapport d'étape sur les effets secondaires, on n'a jamais vu le rapport final, parce qu'ils ne l'ont pas fait. Il y a des sénateurs qui s'en émeuvent, qui disent, une fois qu'on a un rapport d'étape, on aimerait bien avoir un rapport final. Bah non, une première, comme ça. C'est le premier rapport d'étape sans rapport final. Donc, si vous voulez, Parlement français sur les libertés publiques, et sur tant d'autres sujets, et sur notre souveraineté aussi, on pourrait le dire, mais c'est souvent lié, et d'une nullité crasse. Voilà. Et moi je le dis, parce qu'il faut poser les choses. Il faut maintenant se débarrasser de cette histoire parce que c'est pas possible. Vous dites les majorités changent. Vous aviez dit tout à l'heure, oui, mais quand même, c'est pas toujours les mêmes gouvernants. C'est vrai. Enfin là, quand même, ils viennent de laisser passer M. Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Ça va durer 9 ans. Vous savez qu'on en prend pour 9 ans de Ferrand. Faut mesurer quand même ce qu'on 2034. Il faut quand même mesurer ce qu'on a fait. Je rebondis sur ce propos. Il faut mesurer ce qu'on a fait. Vous parliez d'opposition, de gouvernement qui change, mais vous voyez bien que non, en fait. Non. Vous avez le RN clairement, a fait preuve du plus grand renoncement national jamais égalé dans l'histoire contemporaine. Il a fait élire à la tête du Conseil constitutionnel quelqu'un qui a menti devant l'autorité judiciaire dans le cadre de l'enquête Covid à la demande de l'Élysée. Il y a un calcul politique ? Ça, c'est eux que ça concerne, c'est un calcul politique. Mais j'espère. Alors, je vais vous dire un truc. Réponse très bientôt. Non, mais c'est ça, oui. Sur l'exécution provisoire, il y a une QPC. Mais je vais vous dire, j'espère qu'il y a un calcul politique derrière. J'espère qu'au moins ils ont vendu leur âme pour cher. Parce que si en plus le RN a vendu son âme gratuitement, l'a donné, alors là, il n'y a plus rien à faire. J'espère qu'au moins le prix fort a été payé et que Marine Le Pen va être relaxée ou j'en sais rien, ou je sais pas quoi, ou que ses amendes pénales vont être payées par l'Élysée lui-même. J'en sais rien. J'espère que quelque part, il y a vraiment un prix fort qui a été payé et que cette trahison... Enfin, on mesure qu'on a enfermé des Français, qu'une enquête a été ouverte. J'en sais quelque chose, j'en suis à l'origine de cette procédure. Et Dieu sait que j'ai été critiqué pour cette procédure. C'est aussi, il fallait pas toucher à la gestion de la crise. C'est pas bien. Il faut pas que la justice s'en mêle. Donc la justice peut se mêler en Roumanie, de venir interdire à un candidat de faire campagne. Mais par contre, la justice française ne peut pas, avec beaucoup de diplomatie et de s'il vous plaît, venir se mêler de la gestion Covid. Et quand elle le fait, on trouve le moyen de venir faire des arrangements entre amis pour pas répondre ou pour répondre des mensonges de votre judiciaire, alors que si vous le faites, vous allez en tôle direct. Et au lieu de s'en offusquer, le premier parti d'opposition de France, paraît-il, adoube le menteur. Mais qu'est-ce que c'est que ce gouvernement ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça prouve une chose, c'est que ce qui vient de se passer se repassera. Parce que vous parliez de calcul politique. Eh bien, je crois qu'en effet, il faut retenir ça, c'est que les calculs politiques, s'il y en a à faire, ils en feront. Et si pour ça, il faut s'asseoir sur les libertés publiques des Français, passant de l'EFI au RN, tout le monde le fera. Et croyez pas, soyons honnêtes, croyons pas trop vite que Reconquête ou que sais-je a pris la vraie mesure de tout ça. Je crois qu'il y a très peu de monde qui a pris la vraie mesure. Ils en ont fait des calculs politiques, eux. Moi, je peux vous donner des anecdotes très, très précises pendant les manifestations. La manifestation, par exemple, Union Sacrée, juste après le pass vaccinal, une des plus grosses qu'on ait faites, sous la pluie d'ailleurs, début janvier 2022. J'avais invité tout le monde, y compris des représentants de Reconquête, du RN, M. Poisson, du Parti chrétien, DLF, du Pont-Aignan. Bon, après d'autres qui ne sont pas venus, je ne vais pas les citer, on le sait, des souverainistes qui n'aiment pas trop se mêler aux autres, mais tout le monde a été invité, plus des avocats, des médecins, des universitaires, des artistes, tout le monde. Il y a certains, quand on était proche de la présidentielle, mai 2022, certains m'ont dit non, je ne peux pas venir parce que tu sais, je vais perdre des signatures de maires, parce que ce que tu fais là, c'est bien, mais ça fait peur aux maires. Donc si je fais ça, il y a des maires qui vont me retirer leur signature.
Moi, je veux bien, les amis, il n'y a pas de souci. Mais on parle quand même de choses extrêmement sérieuses, là. Je veux dire, on parle quand même de choses... Et tu vas être candidat, d'accord, avec tes signatures de maire. D'abord, calcul hypothétique, bon, ça reste à démontrer. Et ensuite, pour faire quoi? Pour faire 2%? Pour défendre quoi? Et tu préfères pas être dans le combat vital quand même, à un moment historique où il faut être là, où il y a quand même Macron qui venait de déclarer qu'il avait très envie d'emmerder des millions de Français. Ça te pose pas de problème. Les gamins qui sont parqués à l'école sous masque, etc., dès 12 ans, on leur demande de se vacciner pour aller faire du sport, avec les effets secondaires qu'on connaît, ça ne pose pas de problème. Je trouve ça gravissime de me répondre une chose pareille. J'invite une représentante du RN, la seule au Parlement européen qui s'est un peu battue. J'allais lui donner la parole. Elle me montre un texto qu'elle venait de recevoir de Marine Le Pen, qui était à l'époque encore présidente du RN, et elle lui dit « Qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à faire là, c'est des dingueries. Tu ne prends pas la parole, interdiction de prendre la parole. » Et donc elle m'a dit « Tu comprends, si je veux être réinvesti pour la prochaine élection, je ne prendrai pas la parole. » Elle n'a pas pris la parole. Non mais vous voyez, bon, moi si vous voulez... Comment expliquez-vous l'attitude de Marine Le Pen? Inadmissible. Mais ça ne m'a pas étonné. Comment l'expliquez-vous? Calcul politicien. Quelques mois avant, dans le JDD, le RN qualifie mes manifs de dinguerie de Philippot, en disant nos cadres ont l'ordre de ne pas aller aux dingueries de Philippot. C'était les manifs pour la liberté, pour les suspendus, etc. Mais c'était un règlement de compte personnel à votre égard? Non, peut-être un tout petit peu, mais ça, 6 ans sont encore là. Attendez, je suis parti déjà depuis 2017. C'était facile de faire ça. Ils avaient qu'à l'organiser, les manifs, ils auraient pu le faire. Non, mais ils ne voulaient pas. Ils n'ont pas bougé le petit doigt. Moi, je me souviens très bien, vous retrouverez des déclarations de plusieurs de leurs porte-paroles qui déclaraient lors de l'instauration en mars 2021 du premier pass sanitaire sur les grands événements, avant qu'il ne se généralise en juillet. On a oublié qu'il y en avait eu un avant, un pass sanitaire sur les grands événements. Leur porte-parole disait « nous, ça ne nous pose pas de problème », etc. À l'époque, Reconquête disait « c'est très bien, nous, ça ne nous pose pas de problème ». Donc, si vous voulez, et pourquoi ? Parce qu'il ne fallait pas effrayer les maires, parce que les maires MAIRES qui devaient donner les signatures, au lieu de se battre avec nous pour le parrainage citoyen, pour arrêter ce système archaïque et délirant des maires qui vous parrainent, ils préfèrent s'accommoder de cela et de rentrer dans des contorsions antidémocratiques épouvantables. Vous voyez, parce qu'ils ont peur d'effaroucher les retraités, qui est un segment électoral, ils ont peur d'effaroucher le bourgeois, qui est un autre segment électoral, ils font des calculs comme ça d'apothicaire, parce qu'ils ont vu un type qui leur a dit non, va surtout pas là parce que sinon je te financerai plus, je t'enlèverai un financement, etc. C'était ça leur calcul. C'était ça. Alors vous pensez que ces gens-là, si demain on a une guerre, si demain on a un drame pour le pays, vous pensez qu'on a un dictateur, pire que Macron, un vrai méchant, vous pensez qu'ils seront à la hauteur de la résistance? Vous pensez que ces gens-là qui sont dans le petit calcul d'apothicaire au moment où il faut être au rendez-vous de l'histoire et qui n'y sont pas, vous pensez qu'on pourra compter sur eux demain? Enfin écoutez, je crois qu'ils se sont révélés là. La lâcheté est généralisée pour vous? Elle est entrée dans les mœurs? Ah, mais ça, c'est les époques de décadence, c'est toujours comme ça. Relisez l'étrange défaite de Marc Bloch, la fin de la Troisième République avant Vichy, il vous explique exactement ça. Il vous dit, la Troisième République était tombée, c'était avachi dans la lâcheté, effectivement. C'était vautré, voilà. Je cherchais le mot, merci. C'était vautré dans la lâcheté, dans la corruption morale, voire financière, voilà, et exactement ce qu'on vit là. Exactement ce qu'on vit là. On trouve toujours la bonne petite excuse pour ne pas bouger. C'est facile de ne pas bouger. Que répondez-vous, Florian Philippot et Maître Divisio, quand on ne cesse de se lamenter sur les carences de l'État, sur les failles de l'État qui n'arrivent pas, malgré les subsides dont il profite, qui n'arrivent pas à assurer ses missions premières. Et là, l'État se déploie de manière extravagante, peut-être, mais il dit qu'il défend, qu'il protège la population, qu'il assure une forme de sécurité. Vous avez dit tout à l'heure, si la plupart des Français ne vous ont pas suivi, c'est qu'ils estimaient sans doute que l'État faisait son rôle de protecteur et assurer une certaine sécurité, du moins au début. Alors, non, mais ils ne nous ont pas suivis. Je veux dire, on est beaucoup plus suivis aujourd'hui. On n'est plus en 2022 ou 2021. Mais au départ, il y a cette peur, vous avez dit, peur de la liberté. Et en fait, c'est la sécurité qu'on cherche au début. Et on cherche l'État. Non, mais on cherche l'État. C'est facile. Le français quand vous dites à tout le monde qu'ils vont tous mourir s'ils mettent le nez dehors, s'ils ouvrent la fenêtre, ils vont tous mourir. Si ensuite vous leur dites que si jamais ils se vaccinent pas, c'est pas compliqué, ils peuvent plus rien faire, pas ils vont tous mourir parce qu'ils s'en foutent, ils peuvent plus rien faire. Vous avez des gens qu'on a massacrés, enfin, il faut être honnête, le français, je suis d'accord avec Florian Philippot, il y a une facilité d'obéissance, mais on n'en peut plus, quoi, les Français, ils en peuvent plus.
ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus. Mais ils auraient pu tout casser, ils n'ont rien fait. Non, mais pour tout casser, il faut que vous... On aurait pu avoir les gilets jaunes, Non, mais ça attendez, a cassé les attendez. gilets jaunes. Justement, vous avez Justement, eu ça a cassé les gilets oui, mais jaunes. justement, très bien. Vous avez eu les gilets jaunes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah oui. Ils les ont tabassés. Ils ont tabassé. Et je peux vous assurer que ça a rebuté beaucoup de monde. Hein. Mais ils savaient très bien là aussi ce qu'ils faisaient. Quand ils ont vu que les gilets jaunes prenaient une importance, que Macron commençait à avoir physiquement peur. Hein. Il avait préparé l'hélicoptère dans les jardins de l'Élysée pour partir quand même. C'était une sorte de réponse aux gilets jaunes. Ah mais au moment des gilets jaunes, ils se sont fait déborder au début. Ensuite, ils ont fait de l'ingénierie sociale. Bon, bah, l'ingénierie sociale, c'est vieux comme le monde. Hein. C'est ce que font les gouvernements pervers. C'est-à-dire qu'ils manipulent leur population et donc ils ont, devant les caméras, ils ont fracassé des gens en disant « Regardez, vous voulez pas perdre votre œil, vous voulez pas perdre votre main, n'allez pas en manifestation. » Et ça, c'est resté dans l'inconscient collectif. Et encore aujourd'hui, on le paye, ça. Parce que moi, j'ai toujours des gens qui ont du mal à sortir dans la rue à cause de ça. Ils ont toujours peur. Comment sauver les libertés publiques, Florian Philippot, maître Divisio, si celles-ci sont en danger? D'abord, c'est dans les têtes. Premièrement, c'est se réaccoutumer à la liberté et ne pas accepter d'être un esclave qu'on tire par le bout du QR code ou comme on le tire, comme on manipule une marionnette. C'est vraiment dans la tête. Hein. C'est retrouver une espèce d'être debout, une posture debout, un esprit critique. D'abord, c'est ça. Et ensuite, sur le schéma politique, et il y a beaucoup de choses à faire, mais d'abord retrouver des contre-pouvoirs en France, il n'y en a pas. Donc un vrai Conseil d'État, réformer intégralement le Conseil constitutionnel, le recentrer sur ses vraies missions, supprimer tout un tas de structures parasitaires qui sont là en fait pour vous empêcher de vous exprimer comme l'ARCOM et d'autres choses, et retrouver la souveraineté. Vous n'avez pas en réalité de possibilité de reprendre en main votre destin et donc de défendre vos libertés de peuple si vous n'êtes pas un peuple souverain. Ça veut dire sortir de l'Union européenne et toutes les instances supranationales. J'ai toujours été persuadé, et je le suis d'autant plus depuis le Covid, qu'il y a un lien intime entre le combat pour les libertés publiques et le combat pour la souveraineté. Brexit et liberté publique, ça va de pair, estimez-vous, En maître tout cas, Divisio? ce que je sais, c'est que plus vous avez d'instances au-dessus de vous, plus vous compliquez les choses. Ben oui. C'est finalement tout bête. C'est-à-dire que vous avez déjà à vous battre, et c'est vraiment le mot de la conclusion, je veux dire, c'est vraiment le mot de la fin, c'est-à-dire se dire que on a déjà... C'est un peu comme les étrangers, si vous voulez. Moi, j'entends régulièrement de dire « Ah oui, mais les étrangers, QTF, tout ce que vous voulez, il n'y a pas qu'eux qui commettent des crimes. » C'est vrai, parfaitement vrai. Et si vous voulez bien, on va s'occuper des nôtres, des problèmes des nôtres, et puis après, effectivement, on s'occupera des problèmes posés par les autres. Bah, c'est le même débat ici pour moi. C'est s'il faut se battre entre la CEDH, la vision qu'a la CEDH de l'article 8, de l'article 6, la vision qu'a la Cour de justice de l'Union européenne de la souveraineté, elle a quand même réussi cet exploit à venir juger que la Constitution était infra-communautaire maintenant. Bon, ça pose pas de problème aux juristes. Bon, si ça pose pas de problème aux juristes, alors c'est que le concept de souveraineté n'existe plus. Parce que finalement, la Constitution, c'est comme ce qui opère une souveraineté. Là, vous avez une instance qui vous dit non, je vous explique, c'est le traité qui est supra-constitutionnel, au point tel que je me suis fait critiquer violemment en plateau, lorsque je l'ai dit, on me disait c'est pas vrai. Ah ben non, si, c'est parfaitement vrai. La jurisprudence c'est parfaitement clair maintenant sur ce sujet. C'est supra-constitutionnel. Donc normalement, après, en droit public, il n'y a rien au-dessus de la Constitution. Bon, si vous commencez à vous débarrasser d'un échelon, vous réglez une partie du problème. Pas tout le problème. Mais déjà, on peut commencer par ça, c'est pas très compliqué finalement, ça. Je pense qu'il faut engager... C'est un paradoxe ce que je dis. Mais si vous voulez protéger vos libertés, il va falloir commencer peut-être à réfléchir à sortir au moins de la CEDH assez vite, parce que le socle, c'est devenu un outil politique. Et la Cour de justice de l'Union, on a le droit de s'interroger sur ce qu'elle fait quand même. Elle fait de la politique. Voilà, je pense que c'est... Voilà. Donc ça, c'est une étape institutionnelle qui vous paraît capitale, supprimer les étages qu'il y a au-dessus de la Constitution et de la souveraineté française. Je pense que si vous commencez par là, vous aurez réglé déjà une bonne partie du problème. 5 ans après la crise Covid, est-ce qu'il y a encore... Il y a eu 19 000 plaintes, hein, c'est ça, oui. maître Divisio? Où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là? Est-ce qu'il y a encore des gens qui poursuivent l'espoir d'obtenir gain de cause quelque part? Alors d'abord, il y a une enquête au sein de la CJR, on peut en parler longtemps, mais il y a une enquête au sein de la CJR. Et deux, moi je continue de dire qu'il faut déposer des plaintes, pour une raison simple, c'est que la justice, c'est la violence légitime. Et que si vous ne faites pas des procès, alors c'est la porte ouverte à la violence. Et le gouvernement n'attend que ça. Il n'attend que ça, que les Français sont dans la violence. Parce que je vais vous dire un truc, les Gilets jaunes, c'est une répétition, hein. Vous avez vu la violence qui s'est abattue sur eux, c'était dénoncé par la science internationale, par tout le monde. La violence qui s'est abattue sur eux demain matin. C'est une rébellion, celle à laquelle un nombre de gens appellent. C'est une rébellion. C'est dans le sang qu'elle va se finir. Hein.
C'est la raison sans, hein. Ils n'hésiteront pas 10 secondes. Hein. Mhm. Mais pas 10 secondes, ils hésiteront. À matraquer, à tabasser, à emprisonner, ils n'hésiteront pas 10 secondes. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais l'histoire me fait dire ça. L'histoire contemporaine, ce qu'ils ont fait avec les Gilets jaunes, me fait dire ça. L'attitude du gouvernement, ces mesures de plus en plus répressives, ces achats inconsidérés de camions anti-manifestants. Et donc porter plainte, ça va changer les choses. Ça va en tout cas permettre aux gens, de garder un espoir, et c'est important, et 2, si ça marche pas, c'est au moins de faire prendre conscience qu'on a un problème et qu'on peut essayer de le résoudre par le haut. C'est tout. Florian Philippot. Oui, bien sûr qu'il faut porter plainte. Et bien sûr, je vais vous dire, quand vous avez un Kennedy Jr. qui arrive à la tête du ministère de la Santé aux États-Unis, vous dites que l'histoire n'est pas finie. Parce que vous avez eu un retournement qui était quand même, imaginez en plein Covid aux États-Unis, on vous dit c'est Kennedy Jr. un jour qui va s'occuper de la santé. Là, au moment où il venait faire des manifs, hein, il faisait lui-même les mêmes manifs que nous, hein, exactement. Hein. Et qu'on vous aurait dit, dans 2 ans, ce sera lui le ministre de la Santé aux États-Unis, il va gérer la FDA, les NIH, etc. Vous ne l'auriez pas cru. C'est pourtant ce qui se passe. Donc, si vous voulez, ça veut dire qu'il peut y avoir des retournements tout à fait inattendus, soudains, et donc il ne faut pas lâcher le morceau. Il y a un grand frère américain qui peut vous aider. C'est pas un grand frère américain. Moi, je suis gaulliste, alors je suis pour un esprit libre total. Je veux une France intégralement libre vis-à-vis de toutes les puissances étrangères. Mais donc, je n'attends rien d'un sauveur étranger, rien. Il y a un exemple américain. Ni d'un Trump, ni d'un Poutine, ni d'un Kennedy, ni de personne. Oui, mais vous le citez quand même. Bien sûr, parce que je ne compte que sur nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous libérerons ou pas. Mais on est pragmatique. Il faut utiliser les influences extérieures qui nous servent. Il est évident qu'un Kennedy Jr. qui arrive au ministère de la Santé, c'est une aide. C'est une aide parce que ça change l'ambiance mondiale, parce que ça impose dans le débat public des thèmes qui n'y seraient pas sinon, parce que ça donne en exemple des mesures qu'on peut donc prendre ici ensuite. Voilà, c'est une aide, c'est une influence bienvenue, mais c'est pas Kennedy Jr. qui va nous sauver. Y a-t-il des frémissements que vous sentez, Florian Philippot, du point de vue des libertés publiques, de la conscience que l'on a, que celles-ci peuvent s'effilocher et qu'il faut les reconquérir? Je sens que sur la liberté d'expression, il y a beaucoup de gens qui ont ouvert les yeux. Beaucoup. Quand on leur parlait de ça il y a 3-4 ans, c'était un petit peu lunaire. Aujourd'hui, alors peut-être parce qu'il y a eu la fermeture de C8, des choses très grand public, et puis les gens ont vu aussi les scandales sur les réseaux sociaux, je pense que... Et puis les gens voient comment on traite... Si vous voulez, là, je réagissais juste avant sur un réseau social, parce que Attali explique que les États-Unis sont devenus une dictature. Donc c'est l'inversion totale des valeurs, si vous voulez. Le pays qui remet la liberté d'expression devient une dictature. Et des gens ont quand même osé dire que le discours de Vance à Munich, le vice-président, c'était un discours... Le Monde a écrit un discours fasciste. C'est 19 minutes. Écoutez-le, ce discours. 19 minutes, c'est rapide. Il ne parle que de liberté d'expression et de respect du vote et de la démocratie. Alors qu'on m'explique en 2025 que le respect du vote et la liberté d'expression, c'est fasciste, ça veut dire qu'on a assisté à un retournement complet des choses. Alors ça, les Français le voient quand même. Ils voient le retournement complet de l'analyse, l'inversion totale des valeurs, ce qui peut ouvrir quand même des yeux, voilà, des synapses, tant mieux. Grand retournement, on peut utiliser l'expression, Fabrice Divisio, pour savoir ce qui peut advenir. Je pense qu'effectivement, les mots ne sont que des mots. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Florian Philippot. Merci beaucoup. Merci Maître Fabrice Divisio.